Je vous remercie tout d'abord d'être là ce matin parmi nous. Donc, nous avons souhaité faire cette heure et demie, ces 2 heures ensemble, pour pouvoir vous faire un premier retour et peut-être vous faire connaître le service, entre guillemets, de captation aérienne que l'on propose à la PGL par le biais du service du numérique. C'est un service que nous avons lancé il y a 3 ans désormais. Au début, c'était un petit peu modestement dans l'idée, déjà de venir en appoint de la plateforme, départementale, Géo64 que nous avons créée, dans le but de pouvoir notamment faire des plans de cimetières. Et puis depuis 3 ans, la demande, s'est intensifiée et aujourd'hui, nous fournissons aux collectivités un éventail de services assez large et assez important que je souhaite vous présenter ce matin. Alors certains d'entre vous ont déjà fait appel à nos services. Je pense notamment au syndicat du Gave de Pau qui est parmi nous ce matin, ou d'autres collectivités également qui se sont manifestées. Donc certains, vous allez découvrir bien le contenu de nos activités, et d'autres, ça vous permettra d'avoir de nouvelles illustrations, des choses que vous ne savez peut-être pas. Donc c'est le but de cette matinée. Alors, nous allons voir quoi? Nous allons faire un rappel quand même sur la réglementation drone et ce qui nous a obligés, nous, à l'agence, à obtenir des certificats, des formations. Et je tenais à vous en parler, et d'une, pour pouvoir vous montrer que nous faisons ça dans un cadre complètement professionnel, que nous remplissons les différentes obligations administratives qui nous sont fournies par les différents partenaires, notamment la DGAC ainsi que la préfecture. Donc, je vous ferai un petit rappel sur la réglementation, sans y passer trop de temps, puisque l'idée n'est pas de passer trop de temps sur une partie administrative, mais pour vous montrer quand même que pour nous, à chaque fois que nous faisons une mission, nous avons un temps de préparation qui est important et nous étudions chaque vol et ça va conditionner la manière dont nous allons exécuter les missions. Bon, je vous présenterai un petit peu le matériel que nous utilisons. Nous parlerons également des différents modes de captation aérienne que nous pouvons mettre en œuvre. Bien évidemment, les photos, les vidéos, c'est ce que vous connaissez, mais vous verrez qu'il y a parfois des traitements associés qui nous permettent d'aller plus loin. Notamment, j'aborderai ce qu'on appelle la photogrammétrie. La photogrammétrie, c'est une technique qui va permettre de reconstituer des images. Nous l'utilisons dans 80% à peu près des missions que nous faisons. Et je vous ferai quelques illustrations et nous essaierons de voir ensemble également le potentiel du drone dans des missions que nous n'avons peut-être pas encore réalisées à ce jour, mais que nous avons en ligne de mire. Alors, je vous demande encore une fois si vous pouvez de mettre un petit pouce vers le haut pour être sûr dans ce mode d'affichage que je vous vois toujours. Voilà, très bien, vous m'entendez. Merci, je vois que ça réagit. Alors, nous continuons. Petit rappel sur la PGL 64, donc vous le savez, hein, nous avons 5 services à la PGL 64, donc le CIVRA, Service intercommunal voirie réseau aménagement, le SITU, territoire et urbanisme, le SIPA, toute la partie patrimoine et architecture, le service administratif, le SIA, et nous, en rouge, le service intercommunal du numérique, dont dépend l'activité drone. Je vous le disais également en préambule, nous avons lancé l'activité drone en complément de la plateforme Géo64 qui aujourd'hui a 6 ans d'existence, qui s'est étoffée au fil de ces années. Nous avons entre 250 et 300 collectivités qui adhèrent à la plateforme départementale Géo64. Le drone permet de faire des photos qui peuvent venir s'implémenter dans Géo64, qui seront pour certains d'entre vous des fonds de cartes, des fonds de plans. Très simplement, hein, quand vous mettez un fond de plan dans Géo64, c'est notamment la vue aérienne qui nous est proposée par l'IGN. Pour faire simple, sachez qu'aujourd'hui, lorsque vous affichez en fond de plan la photo de l'IGN, elle a une définition. Cette définition, elle est de 50 cm pour 1 pixel. Lorsque vous zoomez, que vous voulez vous rapprocher d'une maison, d'une rue, d'un emplacement de cimetière, une photo qui est à 50 cm au pixel va avoir une définition qui ne sera pas nette au fur et à mesure que vous allez zoomer.
L'IGN propose une version de 20 cm au pixel que nous attendons toujours. Mais même cette version à 20 cm s'avérerait insuffisante pour certains des traitements que nous souhaitons faire, notamment pour la vectorisation de plans de cimetière. C'est pourquoi nous avions décidé, il y a 3 ans, en 2018, d'utiliser le drone pour faire les premières orthophotos aériennes avec un drone, où là, nous avons des résolutions qui atteignent 1 cm, voire 2 cm au pixel. Autant vous dire que lorsque vous zoomez, vous avez une qualité de la photo et une définition qui est très précise. Donc, je ne m'attarde pas sur G64. Je remettrai le lien en fin de présentation sur ce site que vous connaissez très certainement. Et nous avons également récemment fait un petit webinaire sur G64. Petit rappel, et je le dis de suite, je le redirai plus tard, si vous souhaitez faire appel à des prestations de drone, la condition n'est pas d'être abonné à Geo64. La condition est d'adhérer au service du numérique, mais pas Geo64. Hop. Alors, la réglementation. Bon, c'est une réglementation qui a largement évolué en France depuis plusieurs années. On a eu la chance en France d'avoir un cadre réglementaire qui a été posé il y a bien longtemps, ce qui a fait que la France, aujourd'hui, peut permettre aux télépilotes d'effectuer tous les vols possibles, y compris de nuit, y compris au-dessus de l'Élysée, y compris de la Tour Eiffel, aux alentours de la Tour Eiffel. Je prends des cas un peu extrêmes, mais pour montrer qu'à partir du moment où on respecte les règlements, que l'on déclare les différentes missions et qu'on respecte les protocoles, tout cela est parfaitement encadré. Donc, nous, à la PGL, nous nous inscrivons dans ces réglementations. Donc, je passe le détail de ces évolutions. Nous avons pour référence donc, des textes qui sont issus du ministère de la Transition écologique et solidaire et proposé également par la DGAC qui gère l'aviation civile en France. À la PGL, nous avons 3 télépilotes, moi-même, ainsi que Guillaume Pommier et Jennifer Peltre, que vous connaissez peut-être, qui sont nos 2 géomaticiens. Donc, nous sommes tous les 3 télépilotes brevetés et nous respectons la réglementation. Et pour cela, nous avons passé un brevet, comme si vous passiez le permis de conduire voiture, et qui se décompose en 2 parties rapidement. On a passé un théorique avec des QCM, voilà, on a des connaissances sur tout ce que vous pouvez voir à l'écran, les principes de vol, la météorologie, la réglementation, la navigation, etc., etc. Et également une formation pratique, puisque nous avons été entraînés à télépiloter auprès d'un professionnel qui nous a mis des radiocommandes entre les mains. On a également été formés sur simulateur. Et aujourd'hui, les aéronefs les drones que nous pilotons, ce sont des drones que nous avons appris à manier lors d'une formation primaire. Alors, je vous le disais, un drone dans le langage aéronautique s'appelle un aéronef. La PGL est considérée comme l'exploitant, puisque pour pouvoir piloter un drone, pour ce qui nous concerne, et là je parle vraiment dans le cadre légal, je ne parle pas du particulier qui va acheter un drone sur Internet ou dans une boutique, qui va aller s'amuser dans son coin. Là, on est vraiment dans un cadre professionnel et donc la PGL est considérée comme un exploitant qui a été réglementé, qui a été défini dans ce qu'on appelle un manuel d'activité particulière, le fameux MAP que vous voyez sur cet écran. Donc tout ça, nous sommes vraiment inscrits dans un cadre tout à fait légal. Nous sommes également référencés sur un portail qui s'appelle Alpha Tango, qui est le successeur de Mon Espace Drone, qui a été remplacé donc, en 2018. Et sur ce portail Alpha Tango, bien, nous avons déposé notre manuel d'activité particulière, le MAP, ses différentes évolutions, ses révisions. Lorsque nous avons un télépilote qui est inscrit au sein de l'agence, eh bien, nous le modifions dans le MAP. Nous avons déclaré nos aéronefs, nous en avons 2, je vous les montrerai tout à l'heure. Nous avons indiqué également quels sont les scénarios de vol dans lesquels nous sommes habilités à télépiloter. Voilà, 4 scénarios, S1, S2, S3, S4, je vais vous en parler rapidement après. Et chaque année, nous faisons un compte-rendu, nous envoyons un bilan d'activité annuel auprès de la DGAC. Alors, nous avons également quelques dispositions supplémentaires. Nous détenons une assurance responsabilité civile professionnelle pour le drone, au titre donc de l'exploitant, qui est la PGL dont je vous parlais. Alors, petite parenthèse, j'en suis pas fier, mais bon, il est bon de le dire, puisque c'est des choses qui arrivent.
L'autre jour, il y a un mois de cela à peu près, le drone, le plus gros des deux que je vous montrerai tout à l'heure, a été caresser la cime d'un arbre. J'avais mal évalué mes hauteurs. Et donc, il a été se planter dans un arbre. Voilà. Et donc, bien heureusement, il n'y a pas eu trop de dégâts. Il n'y a pas eu de blessés. C'était dans une zone très, très vaste. Le drone a été récupéré et l'assurance responsabilité civile nous a permis de faire jouer donc l'assurance. Et il est actuellement en réparation. Je devrais le récupérer d'ici quelques jours. Et bien heureusement, nous avons cette assurance qui nous couvre les dégâts, ce qui est majeur. La possibilité pour nous de prendre des photographies et des vidéos est admise par le fait que nous avons rempli un document CERFA. Voilà. Sinon, nous pourrions bien évidemment faire voler le drone, mais nous ne pourrions pas prendre des photos et des vidéos. Donc tout ça, c'est déclaré. Lorsque nous filmons des personnes qui sont entre guillemets reconnaissables, ça peut arriver lorsqu'on est sur des événements ou des photos qui pourraient capter le visage d'une personne qui serait reconnaissable. Il y a le droit à l'image qui s'applique, au même titre que lorsque l'on photographie ou que l'on filme au sol. S'il y a des gens qui sont visibles, il faut leur accord. Donc, c'est ce que nous faisons quand nous faisons, par exemple, du suivi de chantier, qu'il peut y avoir des personnes, des ouvriers sous le chantier. Ils sont tout à fait avertis et consentants. Nous avons également une sorte de transpondeur, on va appeler ça, sur chacun de nos drones, qui est un dispositif de signalement électronique également. Voilà, c'est indispensable. À chaque fois que nous avons une mission qui est prévue, nous la déclarons sur Alpha Tango. Et si jamais nous avons un drone qui est vendu, qui est détruit ou que nous perdons, il y aura également un jour une déclaration à faire. Et s'il y a également des événements particuliers imprévus, accidents, incidents, notification à faire à la DGAC. Alors, les scénarios de vol. Peut-être je vais faire une petite pause à ce stade-là. Si l'un d'entre vous a des questions et souhaite prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main, à prendre le micro, activer votre micro. Je vous laisse quelques secondes sur ce préambule. Bon, ok, donc je poursuis. Alors, les scénarios de vol. Alors, il faut savoir que ces slides, je les ai repris d'une précédente présentation. Je n'ai pas voulu encore les actualiser parce que la réglementation européenne est encore en train de se mettre en place. Et puis, il n'y a pas vraiment de grosses évolutions. Bon, là, je parle d'une hauteur à 150 mètres, c'est un peu revu à la baisse à 120 mètres. Mais les grands principes que je vais vous montrer là, pour que vous compreniez dans quel cadre nous sommes, restent tout à fait justes. Alors, vous voyez, nous avons 4 scénarios. S1, S2, S3, S4. Je reviens sur le S1. Les deux que nous utilisons le plus souvent sont le S1 et le S3. Le S3 que voici. La différence entre les deux, principalement, ça va être le fait qu'en S3, nous avons besoin de faire une déclaration préalable auprès de la préfecture. Alors, on va le passer tranquillement en revue. Le S1, c'est quoi? C'est un vol lorsque le drone est dans notre champ de vision. Champ de vision, ça veut dire quoi? Une hauteur maximale de 150 mètres, donc une hauteur, une distance verticale, et une distance horizontale de 200 mètres. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes en vol en vue directe. C'est une zone non peuplée. C'est un espace dans lequel il n'y a pas de rassemblement de personnes, il n'y a pas de manifestation prévue, ou on n'est pas, sur les cartes aéronautiques, je vous en montrerai une tout à l'heure, déclaré comme une zone dite peuplée. Les distances, j'en ai parlé. Le poids de l'aéronef également ne doit pas dépasser les 25 kg. Voici pour le S1. Je vais directement aller sur le S3 et je reviendrai après sur le S2. Le S3, c'est quoi? Cette fois-ci, on est toujours en vue directe avec une hauteur verticale qui est toujours à 150 mètres. Alors, elle a été ramenée à 120 mètres. En tout cas, c'est en cours. Mais bon, 120, 150 mètres, on est à peu près dans les mêmes règles. En horizontal, cette fois-ci, on ne doit pas dépasser les 100 mètres
entre le drone et le télépilote. L'aéronef ne doit pas dépasser les 8 kg. Alors pourquoi? Parce que comme nous sommes en zone peuplée, s'il y avait une chute de l'aéronef, pour une raison technique ou autre, forcément les dégâts seraient plus importants avec un aéronef qui est plus lourd. Donc le poids est limité à 8 kg. Alors nous avons deux drones, un qui fait 1,7 kg et l'autre qui fait 6,3 kg. Donc les deux respectent cette règle des 8 kg. Et là, donc, nous sommes en zone dite peuplée. Alors, zone peuplée, c'est quoi? C'est une carte dont la localité apparaît en jaune sur une carte aéronautique. C'est une carte que nous appelons OACI. Et ça a toute son importance. Demain, le jour où vous allez nous solliciter pour faire une mission sur le département des Pyrénées-Atlantiques, où que ça se situe, la première chose que nous faisons, c'est vérifier où la mission va avoir lieu. Et nous consultons cette carte OACI 500. Et si une tache jaune apparaît, alors nous sommes considérés en agglomération. Alors parfois, ça peut surprendre. La commune de Mazerolles, par exemple, je n'ai pas vérifié, mais il n'est pas impossible que la commune soit considérée comme une zone peuplée. Alors, attention, hein, je n'ai rien de particulier à dire sur la commune de Mazerolles, simplement que on ne va pas penser immédiatement que ce n'est pas une agglomération, mais ça peut l'être sur la carte OACI 500. C'est des règles qui sont fixées par la DGAC. Donc, nous consultons ces cartes. Ou bien alors, si nous ne sommes pas sur une tache jaune d'une carte OACI, mais qu'il y a un rassemblement de personnes qui est prévu, imaginons nous sommes en pleine campagne, nous sommes dans un champ vaste, il y a une grande manifestation avec un rassemblement de personnes qui doit être filmé par le drone, alors on va être en zone peuplée, alors on sera en S3. Quelle est l'importance de ce S3 et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Si demain vous m'appelez et que vous me demandez de faire une mission et que vous êtes en zone peuplée, alors je ne pourrai pas, sauf exception, j'en reparle après, venir dans les 5 jours qui viennent, puisque je suis obligé de faire une déclaration à la préfecture qui va nécessiter un vol après minimum 5 jours ouvrés. C'est la règle, c'est obligatoire pour nous. Et voilà pourquoi, lorsque nous sommes en S3, nous avons entre guillemets un peu moins de réactivité. Alors, ça ne nous a rarement posé problème, puisque généralement, c'est des missions qui sont planifiées et nous avons largement le temps de le déclarer à la préfecture. Mais si votre commune ou le cimetière ou la zone, la parcelle que nous devons photographier se trouve en zone peuplée, alors il y a une déclaration préfectorale que je fais, hein, ce n'est pas de votre sort, c'est du mien. Et ça nécessite donc un peu d'attente. À l'inverse, lorsque nous sommes en scénario S1 ou S2, alors le S4, nous ne le pratiquons pas, je vais vous le montrer après, mais S1, S2, vous m'appelez le matin, je peux venir l'après-midi. Je peux venir aussitôt que prévu. Voilà. Alors après, il y a quelques exceptions au S3. Un exemple dont je reparlerai tout à l'heure, il y a quelques semaines, quelques mois, la tempête Justine, vous le savez, a fait quelques dégâts sur notre département. Et sur la commune de Sceaux-de-Navaille, la tour, vous le savez, hein, s'est effondrée. Et la commune m'a appelé à 11 h un matin en me disant « Jérôme, il faudrait très rapidement venir faire des photos avant que le reste de la tour ne s'effondre, avant qu'il y ait un éboulement sur la route en contrebas. Est-ce que tu peux venir ?» J'ai regardé, Sceaux-de-Navaille, agglo, S3, déclaration préfecture, 5 jours ouvrés. Même scénario, Salis de Béarn, les inondations que nous avons survolées il y a quelques années. Triste événement, idem, zone peuplée, il fallait venir tant que le niveau des eaux était au plus haut pour pouvoir malheureusement garder en mémoire ces images. Dans ces deux cas de figure, là, j'ai pris directement contact avec la préfecture, en dehors du formulaire CERFA habituel, j'ai des contacts. Et là, dans ces cas très, très particuliers, donc on a fait par écrit quand même ces autorisations, mais on a eu les autorisations de venir voler malgré le S3 dans l'heure ou dans la demi-journée qui suit. Voilà, donc pour des cas vraiment exceptionnels, on peut déroger aux 5 jours ouvrés, malgré le fait que nous soyons en S3. Donc voilà ce qu'il faut bien comprendre, S1, S3. Je vous reparle du S2,
Quelle est la différence? C'est principalement la distance horizontale. Et là, on n'est plus dans du vol à vue, on est dans du vol hors vue. C'est-à-dire que le drone, au bout de 100 mètres, 200 mètres, on ne le voit plus. Mais comme vous pouvez le voir sur le petit dessin en bas, le télépilote est équipé donc de sa radiocommande et d'un écran. On a un moniteur où on a en direct le retour vidéo. Et parfois, nous sommes amenés à faire évoluer le drone, notamment pour de la surveillance de berges, de cours d'eau. Si on devait faire par zone de 100 mètres, ça nous ferait des missions qui seraient très longues, puisqu'à chaque fois, il faudrait poser le drone au sol, se décaler de 100 mètres, revoler. Dans ces conditions-là, on peut effectivement aller jusqu'à 1000 mètres, et voire même, je ne sais plus si c'est 2000 ou 3000 mètres, dans la nouvelle réglementation européenne. Et ça, le S2, nous en faisons. Voilà. La seule contrainte, c'est le poids de l'aéronef. Donc, je vous disais, nous avons 2 drones, un qui fait moins de 2 kg et un qui fait plus de 2 kg. Et selon le drone que j'utilise, la hauteur d'évolution du drone ne peut pas dépasser soit les 50 mètres, soit les 150 mètres. Voilà. Le S4, très rapidement. Là, il n'y a plus de limite dans la distance maximale. En hauteur, par contre, c'est 150 mètres. Mais le S4, nous ne le pratiquons pas. Nous n'avons pas les drones qui nous permettent d'aller évoluer si loin et nous n'avons pas passé les formations pour pouvoir pratiquer le S4. Alors, un exemple de S4, vous avez peut-être un jour entendu la modélisation 3D du pic de l'Osso. Là, ce sont des drones que nous appelons des ailes volantes. Alors, un drone, c'est quoi, hein? C'est un aéronef, c'est un engin qui vole sans lequel il y ait un pilote à bord. Donc, on a tendance à penser qu'un drone, c'est avec les petites hélices, avec les rotors. Mais un drone, ça peut tout aussi bien être une sorte d'avion, de planeur, sans pilote à bord et qui est radiocommandé. Encore une fois, soit par une commande en temps réel, soit par un plan de vol qui a été mis dans la machine et qui permet de faire voler le drone automatiquement. C'est ce que nous pratiquons aussi. Mais le drone, ça peut être une aile volante. Et cette aile volante, en fait, elle a la capacité à aller voler très loin, à différents kilomètres. Et pour revenir au pic d'Osso, un plan de vol avait été fait pour faire des survols horizontaux à différentes hauteurs en tournant autour du pic. Et ainsi, avec l'ordre des géomètres, ils avaient modélisé en 3D. Donc là, c'est clairement du S4 qui avait été mis en œuvre, mais nous ne le pratiquons pas. Je vous le disais vite fait et je reviens dessus, hein, on a quelques cas particuliers, notamment la possibilité de faire des vols de nuit. Alors moi, je ne l'ai jamais pratiqué, mais on pourrait le faire. Dans quel cas? Par exemple, nous devons tôt le matin faire ce qu'on appelle de la photogrammétrie, la thermographie, pardon. Si on avait une caméra thermique en dessous du drone et qu'on voudrait faire une captation de chaleur des toitures de maison, par exemple, on va plutôt le faire sans avoir la chaleur de la journée. Donc, ça peut être fait la nuit ou tôt le matin. Voilà. Donc là, il y a des protocoles particuliers. Bon, les hauteurs et les distances en dehors des limites habituelles, ça peut se gérer. On a aussi besoin de discuter avec des gestionnaires d'espaces aériens contrôlés, notamment si je vole aux alentours de lacs, et ça, j'ai eu à le faire souvent, dans des travaux de surveillance du Gave, des berges du Gave. Là, c'est une zone protégée. Nous sommes dans une zone sensible aux alentours de lacs, et donc là, j'ai des espaces aériens qui sont très contrôlés et j'ai des autorisations particulières. On peut également avoir le télépilote qui se déplace au fur et à mesure que le drone évolue. Par exemple, je pourrais être dans une barque au fur et à mesure que je prends des photos du Gave. On ne l'a pas fait, mais on l'a un jour imaginé, etc., etc. Avez-vous des questions sur les scénarios? Très bien. Si vous m'entendez toujours, pouvez-vous me faire juste un petit pouce que je m'assure que je ne suis pas seul au monde? OK, merci. Alors, je continue. Puisque vous ne semblez pas avoir de questions, je vais peut-être m'afficher la fenêtre de discussion. Alors oui, je vois que quelqu'un a quitté la réunion. Vous aurez bien une copie de la présentation puisque je vous disais que la réunion est enregistrée.
Alors, la préparation d'émission, sans y passer encore une fois trop de temps, puisque ce qui vous intéresse, c'est du concret. Sachez que voilà, les cartes aéronautiques dont nous parlions tout à l'heure se présentent ainsi. Vous voyez ici, bon, c'est la zone de Bordeaux. Vous voyez la commune de Mérignac et un peu au nord de Mérignac, on voit que nous avons une tache jaune. Nous en avons également sur la droite. Eh bien, si l'évolution se fait dans ces zones-là, nous sommes en zone peuplée et donc S3. Donc, je vous le disais, déclaration préfectorale, 5 jours ouvrés. Il peut nécessiter parfois de faire des arrêtés de voirie. J'ai eu un temps à faire un vol dans une commune en plein centre-bourg, commune de Buros, à côté de Pau, où la commune souhaitait avoir des images du centre-bourg suite aux différents travaux qui avaient été menés, hein, que ce soit des travaux de voirie, des travaux d'aménagement des chaussées, des nouveaux sites qui avaient été faits, une salle polyvalente, une crèche. Bon, je vous passe les détails. Donc, une fois que tout ça a été terminé, on a fait une jolie vidéo à l'intérieur du bourg avec même un vol à quelques mètres, à 3-4 mètres de hauteur du sol, simulant le déplacement à l'intérieur d'une rue. Et là, nous avons pris une déclaration, nous avons fait un arrêté de voirie. Donc ça, je l'ai fait avec mes collègues du service administratif et juridique pour pouvoir fermer les voies, puisque je vous le disais, lorsque nous sommes en zone peuplée, et même, nous ne pouvons pas faire voler un drone s'il y a des personnes au sol. Voilà. Donc, selon les lieux, on évaluera parfois de prendre un arrêté. Voilà. Alors, nous utilisons différents outils. Bon, soit Maxed Drone, mais ça, nous ne l'utilisons plus. C'est pour déclarer et préparer les vols. C'est ce que je vous disais, c'est les cartes que nous consultons. Nous utilisons désormais un autre outil qui s'appelle Clearance, où là, tous les vols que nous faisons sont référencés, c'est cartographié, et c'est notamment ce qui me permet en fin d'année de pouvoir, auprès de la DGAC, faire mon compte-rendu annuel. Alors, le jour de la mission, il se passe quoi? Je vous disais tout à l'heure qu'on a la possibilité de faire des vols de nuit, mais nous faisons des vols de jour. Un vol de jour, c'est quoi? C'est un vol qui peut démarrer 30 minutes le matin avant le lever du soleil, et on peut aller voler jusqu'à 30 minutes le soir après le coucher du soleil. Donc, selon la saison, selon le mois de l'année, les horaires de lever et de coucher du soleil sont des choses qui sont publiques, qui sont connues. Ben, nous avons ces horaires-là à respecter. Et si on est en dehors, on a des protocoles particuliers. La protection des tiers, à chaque fois, on est obligé, dans le cas d'un espace où il pourrait y avoir des riverains, de protéger la zone de vol. Donc, bien sûr, le drone est en l'air, mais si on applique son positionnement au sol, nous devons nous assurer qu'il n'y aura aucune personne qui passera en dessous du drone. Donc, nous pouvons être amenés à poser de la rubalise, des cônes de chantier, faire appel à des agents du service technique de la commune, la police municipale. Ça a été le cas l'autre jour dans une commune, je vous le disais. Quand nous faisons des cimetières également, nous nous assurons qu'il n'y a aucune personne dans le cimetière. Bon, bien évidemment qu'il n'y ait pas de manifestations ou d'événements funéraires ce jour-là, d'enterrement ou autre. Et nous demandons également aux gens de patienter à l'extérieur du cimetière. Bon, c'est rare puis on est assez rapide en plus sur un cimetière, mais en tout cas, on prend le soin de n'avoir personne dans la zone de vol. On peut être amené à identifier la zone de décollage et d'atterrissage. Donc, on informe les responsables de zone, notamment la zone protégée autour de lac, je vous le disais. On peut être amené à poser des cibles au sol si on fait des travaux de photogrammétrie. Je vais avoir une photo tout à l'heure qui va l'illustrer, je vous expliquerai pourquoi. Et on peut également être amené à prendre des points GPS en repère au sol pour que derrière, on fasse des traitements également dont je vous montrerai, que j'illustrerai tout à l'heure. Alors, voici les deux drones que nous possédons à l'agence. Le drone de couleur blanche, c'est le Phantom 4 Pro de la marque DJI, ou DJI, si on le prononce à la française. C'est une marque chinoise, mais c'est une marque, c'est une marque qui fait, entre guillemets, consensus, qui est vraiment très, très utilisée dans l'univers du drone de loisirs, mais également dans le drone professionnel. Il y a une très large gamme de drones et nous avons commencé avec celui de gauche.
qui est équipé, vous le voyez, d'une caméra placée sous une nacelle 3 axes. C'est un quadricoptère, et il fait 1,7 kg. Donc, il est facile à mettre en œuvre, il est agile, il est rapide. J'ai souvenir l'avoir encore utilisé récemment lorsqu'il fallait soit aller à l'intérieur d'un bâtiment, je vous montrerai une vidéo tout à l'heure, j'en vois le blanc. Lorsque je dois passer dans une petite ruelle entre deux maisons qui sont assez rapprochées, je prends celui-ci. Par contre, le capteur optique ne fait que, entre guillemets, 12 millions de pixels. Mais c'est déjà très bien pour la plupart des travaux que nous faisons. À droite, le M210, toujours de la marque DJI, qui lui est beaucoup plus robuste, qui est équipé de 2 nacelles. Sur la photo que vous voyez là, il y a en simultané un capteur d'inspection et un capteur thermique. Donc, nous n'avons pas ces deux capteurs-là, nous en avons un, nous n'en avons qu'un. Le capteur à lui seul, pour vous donner un ordre d'idée, fait 3 000 €. Non pas pour un capteur thermique, pour un capteur de prise de vue normal, sauf que là, on est sur du 20 millions de pixels. L'avantage également de ce drone, que ne montre pas la photo ici, c'est que la nacelle peut être inversée et placée sur le dessus du drone. Ça peut être intéressant s'il faut aller faire une inspection d'un pont, s'il faut passer sous un pont et filmer vers le haut. Vous pensez bien que si on avait la nacelle au-dessous, on ne pourrait pas filmer au-dessus. Et bien là, la nacelle s'inverse, on la positionne au-dessus, on peut faire ce genre de travaux. Bon, il fait 6 kg, il est beaucoup plus gros. Quand on le sort de la mallette, on voit de suite qu'on est dans une gamme professionnelle. Il a une autonomie de vol qui est plus importante. Et pour nous, il permet de faire des missions qu'on ne pourrait pas faire avec le blanc. Nous avons également de nombreuses paires de batteries qui nous permettent de partir sur une journée, faire des vols toute la journée sans avoir à revenir au bureau ou sur un point de charge. Donc vraiment, aujourd'hui, le drone de droite, là, le M210, c'est celui que nous utilisons le plus possible, sauf en ce moment, malheureusement, puisqu'il a pris un arbre il n'y a pas longtemps, mais il va très vite revenir. Alors, le jour de la mission, que faisons-nous? On peut être amené à poser ce que je vous disais, des cibles au sol. Donc, voilà comment ça se présente. On a soit la possibilité de mettre des croix au sol, que nous venons ensuite relever avec un GPS centimétrique. Alors, pourquoi un GPS centimétrique? Nos téléphones sont tous dotés d'un GPS, sauf que quand ils vous positionnent le téléphone, vous connaissez la position du téléphone, allez, à quelques mètres près. Pour nous, c'est insuffisant. Au sol, je vais relever, allez, 4-5 points que le drone prendra en photo, de manière à ce qu'après, lorsque je vais rétablir la photo globale, je vais avoir tous mes niveaux d'altitude. Si demain, je dois faire un levé topographique d'un centre-bourg pour connaître la variation de pente dans la voirie, je vais me prendre des points de repère que je vais mesurer à l'aide de ce GPS dit centimétrique. Les cibles que vous voyez ici sont prises en photo par le drone. J'ai relevé les coordonnées GPS de la cible en elle-même, du centre de la croix de la cible, ce qui me permet après de réassembler tout ça et de savoir qu'à ce point-là, à ce point-là, à ce point-là, j'avais telles coordonnées X, Y et Z, Z étant l'altitude, important pour avoir des calculs de pente, de hauteur, de volume. Je vous en reparle tout à l'heure. Donc ça, on peut être amené à utiliser ces procédés-là nécessaires pour la photogrammétrie. Ensuite, bien évidemment, si nous sommes contrôlés, nous sommes tenus de présenter différents documents. Bon, c'est toute la partie administrative dont je vous parlais tout à l'heure, j'avance. Alors, on va rentrer désormais dans des… Voilà, j'ai fait cette petite présentation, et ça a duré 30 minutes. Hein. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu en route, mais c'était nécessaire pour que vous compreniez vraiment la démarche. Maintenant, on va rentrer dans le concret. Encore une fois, je m'arrête quelques secondes. Avez-vous des questions? Soit en prenant la parole par micro, soit en écrivant dans le chat que je surveille à gauche. OK. Allez, un petit pouce, juste pour que je sois sûr que vous m'entendiez toujours. OK. Merci. Alors, on va essayer de balayer un petit peu tout ce que nous sommes amenés à faire
Ce que je vais vous montrer là, c'est du concret, c'est-à-dire ce n'est pas des choses que j'ai pris chez des homologues, ailleurs. Non, c'est ce que nous faisons, nous, à la PGL 64. Je vous en ai parlé tout à l'heure. La tempête Justine. Alors, c'est des vidéos que nous avons prises, que nous avons remis à la collectivité. Et nous les avons également mises sur la chaîne YouTube de la PGL. Alors, elle n'est pas connue, cette chaîne YouTube de la PGL, mais en tout cas, nous l'utilisons pour pouvoir publier en ligne les vidéos, vous fournir un lien de partage, de sorte à ce que si vous voulez facilement la regarder, vous n'ayez pas un temps de téléchargement qui soit abominable. Et c'est la qualité et la force de YouTube, c'est que le streaming permet de facilement regarder les vidéos, quelles qu'elles soient, mais en tout cas celles que nous publions. Donc nous les mettons sur YouTube. Je vais vous en présenter deux là rapidement pour vous montrer un petit peu déjà, elles n'ont pas été faites avec le même drone et ça n'a pas été vraiment le même but. Alors, je commence par la tour de Sonnavaille. Alors, c'est une vidéo qui a été tournée il y a un mois et demi. Ça vous... Alors, je ne sais pas si ça... Alors, vous aurez les liens, hein, vous pourrez les re-regarder plus tard. Ça va peut-être... vous allez avoir un peu de ralentissement dû à la conférence. Mais voyez un petit peu ce que l'on a pu capter le jour, quelques jours après la tempête, et surtout avant que la fin de l'édifice ne finisse d'être évacué. Alors, heureusement, il n'a pas poursuivi sa route en contrebas. Mais voyez, ça, c'est un dossier qui a compté notamment pour l'assurance. Là, je vous montre la vidéo, mais il y a des photos également qui ont été prises proches de la tour là, qui s'est effondrée. Et réellement, ce sont des photos qui ont servi dans le dossier d'assurance avant que l'ensemble de l'édifice ne soit démantelé et évacué. Vous voyez, vous pouvez voir en contrebas quand même les premiers gravats qui avaient atteint la route. Hein. Et donc ça, bien évidemment, des images aériennes parlent mieux que tout autre discours. Et nous avons pu... Voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors, YouTube suggère d'autres vidéos, on n'en tient pas compte. Je reviens à la présentation. Donc ça, c'était la tour de Sonnavaille. Autre exercice, la tour, cette fois-ci, de Labastide-Villefranche. Alors ça date un peu, mais je vous le montre quand même, parce que là, c'était une demande très particulière. C'est une tour qui a un certain âge et dont la collectivité ne connaissait pas l'état de l'édifice dans son antre, à l'intérieur. Là, j'ai pris le drone blanc, le petit drone qui était maniable, qui a permis, vous allez voir, alors je vais avancer un petit peu dans la vidéo, mais je vous fais rapidement une présentation. On a pu l'engouffrer à l'intérieur de la tour et on a réellement pu voir l'état de l'édifice à l'intérieur. Et on a vu qu'il y avait des oiseaux qui avaient fait leur campement. Et les élus, quand ils ont découvert ça, en fait, ils ont été agréablement surpris et ils ont plutôt observé un bon état encore de l'édifice, alors que, je répète, ils n'en avaient aucune idée. Alors, j'essaie d'avancer un petit peu. Bon, là, le début de la vidéo, c'est surtout pour essayer de voir où le drone se situe, le mettre le plus possible à la verticale. Donc là, en fait, le drone, je le positionne. La nacelle, elle est inclinée vers le bas. Elle va aller complètement à 90 degrés. Une fois qu'elle est à 90 degrés, le drone va à nouveau se déplacer un petit peu. Donc là, on est en pilotage manuel. C'est vraiment du pilotage manuel. Sachez également que les drones, je ne l'ai pas dit, mais sont équipés d'un système GPS, ce qui leur permet quand même d'avoir une grande stabilité en vol. Ils savent en permanence où est-ce qu'ils sont en X, Y, Z. Si je lâche les commandes, le drone est parfaitement en stationnaire, ce qui permet d'avoir une qualité de pilotage assez fiable. Nous avions ce jour-là, comme à chaque fois, le retour vidéo en direct, ce qui permet de voir ce que nous filmons.
de voir où nous nous situons. Donc, vous voyez, là, j'ai trouvé l'axe, le centre. Et là, je ne faisais que descendre à la verticale le drone. Petit réajustement. Alors, je vais avancer un petit peu pour vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on voit qu'il y a des arbres qui poussent à l'intérieur. Donc ça, c'était un exercice très intéressant, puisque la plupart des missions que nous faisons aujourd'hui, ce sont des vols automatiques, avec des plans de vol qui sont faits à l'avance, pour pouvoir faire des captations de larges zones. Et c'est vrai que ce jour-là, c'était intéressant d'aller piloter manuellement, vous voyez, de regarder un petit peu l'état de l'intérieur de cette tour. Voilà, alors ça peut vous donner des idées. Alors, vous n'avez certainement pas tous ce genre d'édifice dans votre commune, mais si vous voulez, par exemple, aller inspecter l'état du clocher de l'église, voir un petit peu dans quel état il se trouve, ou d'aller regarder le dessus d'un bâtiment, voir si les gouttières, elles sont bouchées, voilà, faire vraiment de l'inspection technique sur des zones qui sont, entre guillemets, inatteignables. Ou alors, il y a des bâtiments, si vous voulez aller voir le dessus d'une gouttière, parfois, il faut mettre en place des échafaudages, c'est coûteux, c'est compliqué. Bon, le drone, c'est extrêmement facile à mettre en œuvre. Et voilà ce qu'on en a pu observer tout en bas de cette cavité. Voilà, vous pouvez voir en bas à gauche, je ne sais pas si vous le voyez, près de la voiture bleue. C'est là que nous étions situés. Ce jour-là, j'avais les élus à mes côtés. Vous voyez, il n'y a personne qui était dans la zone, au sol. Voilà pour ces deux premiers exemples. Des remarques, des questions ou pas? Monsieur Pellizzaro qui dit « Rien à signaler, c'est très clair. Merci. » OK, je continue. Nous avons aussi la possibilité de faire des illustrations pour les sites Internet. Alors, soit des sites que nous développons ou qui sont développés par des agences web que vous mandatez. Et là, vous voyez, j'ai pris deux exemples. Ce sont les communes de Kobioslos et Monasut au Dirac. Ce sont des sites qu'a développé Jonathan, notre collègue webmaster. Et vous pouvez voir que ces sites ont dans l'entête, dans le bandeau supérieur du site, des images aériennes. Ce sont des photos qui ont été prises, non pas par moi, mais par mes collègues, Jennifer, je crois. Et ensuite, Jonathan les a compilées, les a mises dans le site. Après, si vous voulez des photos aériennes également pour le site que vous avez déjà, en demandant simplement les photos et après vous en faites votre affaire ou du moins vous les transmettez à votre agence web, il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé de vendre la prestation site internet qui va avec, bien évidemment. Donc, je vous ai mis les adresses en bas, vous pourrez aller voir. Ce n'est pas pour faire de la pub à ces deux collectivités en particulier, c'est simplement que ça me permet d'illustrer les développements que nous avons faits. Le suivi de chantier. Alors là, c'est un très bon exemple puisque c'est la Maison des communes 64, le bâtiment dans lequel nous sommes et où je suis aujourd'hui. Vous le savez peut-être ou certainement, nous sommes en phase d'agrandissement, une nouvelle phase d'agrandissement. Et là, nous avons, à échéance régulière, alors, ce n'est pas timé toutes les semaines à tout prix parce que des fois, il ne se passe pas grand-chose d'une semaine à l'autre. Par contre, ce que nous avons là, c'est réellement des photos qui sont prises exactement du même endroit. Pourquoi? Déjà, visuellement, vous pouvez voir ici rapidement que le même endroit de prise de vue permet d'avoir quelque chose de cohérent. Mais à la fin du projet, à la fin du chantier, nous allons faire ce que l'on appelle un time-lapse. Qu'est-ce qu'un time-lapse? C'est un enchaînement, c'est un peu comme un dessin animé, si vous voulez, où on va mettre des photos dans un logiciel qui sont toutes prises du même point de vue et qui vont, en accéléré, montrer un petit peu le film des travaux. Alors, que l'on fasse
ou pas un time-lapse, les photos aériennes parlent d'elles-mêmes dans le cas, de toute façon, d'un suivi de chantier. Donc ça, c'est pareil. C'est quelque chose que nous faisons. Comment on fait pour accéder tout le temps à la même photo ou à la même prise de vue? Dans le GPS, la première fois, je suis allé manuellement, enfin avec le drone, je suis allé manuellement choisir mon point de vue. Donc, j'ai envoyé le drone là où je souhaitais le mettre. J'ai calé l'angle de vue. J'ai enregistré sa position, ainsi que l'angle de la nacelle, ainsi que le niveau de zoom. Ça, je l'ai fait pour différents points. Là, je vous montre une seule prise de vue, mais en fait, il y a une dizaine de points différents là, sur ce chantier, avec différents angles. Et la fois suivante, je n'ai qu'à, sur le drone, exécuter le scénario. Et le drone va automatiquement, sans que j'ai besoin moi-même de le déplacer, il va aller automatiquement sur le point que j'ai programmé, faire la rotation qui convient pour être dans le bon angle, la nacelle également, la montée ou la descente comme il faut, et déclencher la photographie. Une fois qu'il a fait la photographie, il se déplace au point suivant que j'ai également programmé. Et ainsi, là, il y a 10 points différents sur ce chantier où on a les photos qui sont prises toujours du même endroit. Et ce, dans la durée. Donc ça, c'est un chantier qui dure 1 an et demi. Bon, bien évidemment, hein, c'est le temps du gros œuvre que ces photos sont intéressantes. Mais voilà ce que ça peut donner. Alors, je vais aborder un sujet qui est désormais la photogrammétrie. Alors, ce que je ne vous ai pas vraiment montré, mais vous le devinez, hein, on peut faire bien évidemment un petit reportage vidéo. Vous avez un site, c'est ce que je disais pour la commune de Buros, hein, ce n'est pas des photos, c'est des vidéos, on se déplace, on fait ce que vous voulez. Bon, ça, c'est assez simple. Là, désormais, on va parler de la photogrammétrie. Alors, la photogrammétrie, vous pourrez lire sur le lien que je vous laisserai dans le diaporama, un article qui explique un petit peu qu'est-ce que c'est que cette technique de photogrammétrie. Je vous la fais très simplement. Lorsqu'un sujet, alors ce n'est pas forcément un raisonnement à tenir avec le drone uniquement, c'est des choses qui peuvent se pratiquer au sol avec des appareils photo traditionnels, voire même vos téléphones. À partir du moment où vous prenez un sujet en photo avec au moins 2 angles différents, on va pouvoir créer du volume, créer ce qu'on appelle de la stéréoscopie, de la 3D. C'est le principe de la vision humaine. Si vous regardez avec un seul œil, vous n'avez qu'une seule vue. Vous ne pouvez pas donc imaginer le volume. Si vous masquez votre œil droit ou gauche avec une main, on n'a qu'une photo, le volume n'est pas perceptible. À partir du moment où vous avez les 2 yeux qui fonctionnent, vous avez donc 2 angles différents et c'est comme ça que vous percevez les volumes. La photogrammétrie, c'est ça. Alors, on ne se contente pas, nous, de prendre 2 photos. On en prend énormément. Le drone est programmé pour se déplacer, pour tourner, avec un déclenchement régulier des photos. Et à l'arrivée, nous avons 500, 800, 1000 photos qui sont mises dans un logiciel. Et par le principe de la photogrammétrie, tout cela va permettre de reconstituer en 3D le sujet, donc le bâtiment. À quoi bon? Soit pour faire une vision 3D autour de laquelle on peut tourner, je vous montrerai tout à l'heure comment, que l'on pourrait réimprimer également en 3D. J'ai ici derrière moi une imprimante 3D. Je vais vous montrer une petite vidéo tout à l'heure d'une église que nous avons photographiée avec le drone, modélisée en 3D et réimprimée sur l'imprimante ici dessous. Et aussi, la photogrammétrie, le volume donné au bâtiment, nous permet d'obtenir des mesures. Vous voyez ici cette église, je ne sais plus de quelle commune il s'agit, mais en tout cas, ça c'est une église que nous avons photographiée nous-mêmes. On est capable de faire ensuite à l'ordinateur, une fois que la 3D est reconstituée, d'effectuer des mesures. Par exemple, on veut connaître la petite grille qu'il y a entre la tour supérieure, vous voyez, il y a l'horloge, il y a les 2 fenêtres. Ces 2 fenêtres, par exemple, si je veux connaître la largeur pour demain changer la menuiserie, changer les tasseaux de bois ou autre, je n'ai plus qu'à le mesurer à l'ordinateur. Je n'ai pas besoin de venir monter un échafaudage pour venir prendre mes mesures. Et aujourd'hui, mes collègues du service technique, ou plutôt hier, se déplaçaient, faisaient des relèves au télémètre laser, 2 choses qu'ils pouvaient capter au sol, mais vous pensez bien que dès lors que ça se passe en hauteur, c'était compliqué de prendre les mesures. Pareil, vous avez besoin de connaître la surface de la toiture pour changer les ardoises.
moi, automatiquement, je vais, une fois que j'ai le modèle 3D, calculer la surface très facilement, puisque la mesure se fait par le biais du logiciel. C'est tout l'avantage de la 3D et de la photogrammétrie. Je vais vous montrer ici donc le projet complet, une commune d'Arberaz-Sileg, au Pays Basque, où nous avons fait le process complet, je vous le disais, prise de photo, modélisation 3D, réimpression. Je vous laisse la vidéo en entier, elle dure 3 minutes. Je me tais, ou je vais peut-être la commenter, mais cette fois-ci, je ne vais pas faire de l'accéléré. Donc, c'était en 2018. Donc, c'était le drone blanc que nous avions utilisé. 40 mètres d'altitude, max. Et nous avons pris 400 photos. Plan de vol automatique, petit ajustement avec des vols manuels pour venir compléter les photos. Voici l'église. Ensuite, ces photos, on les met dans le logiciel. Je ne vais pas vous faire une formation sur le logiciel, mais à gauche, vous voyez le projet. Et nous voyons qu'une fois que nous avons déposé toutes les photos, le logiciel est déjà capable de nous proposer ce qu'on appelle des points de liaison. Grossièrement, il a calculé sur la base des photos différents points et il les affine en créant ce qu'on appelle cette fois-ci un nuage dense. Là, vous avez plus de 20 millions de points qui constituent l'église sur de simples photos qui ont été mises dans l'ordinateur. Et lui, il interprète les photos. Ce n'est pas un scan laser que nous avons fait, ce sont des photos qui ont été prises et qui permettent de reproduire ce nuage de 20 millions de points. Ensuite, on a le modèle 3D. Donc là, vous voyez qu'il y a une texture qui a été posée par-dessus et qu'on commence à se rapprocher un petit peu du sujet initial. Ce fichier-là 3D, on le traduit dans le fichier d'impression, tel que l'imprimante va pouvoir l'absorber. Et on a, vous voyez, 25 heures d'impression prévues pour 4,40 € de filament. C'est la matière que nous utilisons. L'impression a été faite et je l'ai filmée avec le fameux time-lapse dont je vous parlais tout à l'heure. Et en 25 secondes, vous allez voir que je résume. Vous voyez, ça a démarré à 17 h, ça a tourné toute la nuit, on voit qu'il fait nuit. Voici l'impression. Donc ensuite, il a fallu découper le socle, nettoyer un petit peu et bavurer. Voilà ce que l'on a. Donc on a imprimé dans une couleur blanc ivoire. Et là, à la maison, j'avais ramené l'impression, j'avais pris des pots de gouache, les pinceaux de mes filles, et j'ai rapidement, alors je n'ai pas fait dans le détail, mais j'ai globalement repris 2 couleurs. Et voici donc ce que ça peut donner. J'aurais voulu vous le montrer aujourd'hui, mais le maire est passé dans mon bureau il y a quelque temps et je lui ai offert. Il a voulu la récupérer. Donc ça, ce n'était pas une prestation que nous avions facturée, c'était vraiment, comme on dit, recherche et développement. Et voyez, le maire aujourd'hui a ça dans sa commune, dans sa mairie. On n'a pas de la demande là-dessus, je suis honnête avec vous, mais ça fait quand même partie des choses qui sont possibles, notamment quand on a besoin, avant d'un projet d'extension, par exemple, besoin d'une salle polyvalente qui va avoir une extension. Si ce n'est pas nous qui avons les plans 3D du projet d'origine, on peut reconstituer le bâtiment actuel dans la 3D, l'imprimer, et après le comparer avec l'extension et le fichier final. La photogrammétrie, ça ne sert pas qu'à faire des édifices, ça sert également à faire des espaces. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vais aussi m'arrêter là sur cette impression. Alors, soit vous êtes très sage, soit très timide, soit vous avez des problèmes de micro. Mais en tout cas, n'hésitez pas.
un petit pouce là, s'il vous plaît, juste pour voir qu'on est toujours ensemble. Très bien. Alors, la photogrammétrie, ça sert également. Alors, un autre exemple de bâtiment, ce qui me permet également de vous montrer ce site Internet. Alors, vous voyez ici, Sketchfab. Sketchfab, c'est quoi? C'est l'équivalent de YouTube, mais pas YouTube pour de la vidéo, c'est le partage, non pas de vidéo, c'est le partage de modèles 3D. Et donc, les productions 3D que nous faisons, nous sommes capables de vous les mettre en ligne, de vous transmettre un lien tout simple du modèle 3D. Et ce que je vais vous montrer là, n'importe qui peut l'avoir sur son ordinateur, puisqu'on est dans un navigateur Internet. Et vous avez ensuite la possibilité de partager ce lien à vos administrés, le mettre en ligne sur votre site Internet. Et ce qui permet ici, sans logiciel, je répète, ça passe que par le navigateur, sans installer de composants particuliers. Voici ici la mairie de Salis de Béarn. Pareil, vous voyez, qui a été photographiée et modélisée en 3D. Alors, il y a quelques imperfections, notamment dans les zones d'ombre, mais ça vous permet quand même de voir le rendu. Et je répète, vous voyez, ça a été fait à l'époque avec le drone de couleur blanche. Il y avait ici au sol, vous voyez, mes cibles. Alors, ce n'est pas des croix, hein, comme je vous les ai montrées, mais c'était des règles que j'avais posées au sol, puisque j'ai fait une relève des points de hauteur du bâtiment, pour derrière avoir des mesures. Donc, voici ce que l'on peut faire sur un bâtiment en 3D. Je vais rester sur Sketchfab, comme ça, je vais vous montrer tous les modèles que nous avons. Je vais me mettre en plein écran. Je vais vous montrer la décharge de board. Alors, la décharge de board, c'est un autre exemple. Ce n'est pas du bâtiment cette fois-ci. On est sur les berges du Gave, à Bordes, à côté de Turboméca. Et là, pendant 1 an, on a été mandaté pour aller faire chaque vendredi des relèves de cubature. À quoi servent des relèves de cubature? Vous voyez, ici, nous avons des tas de cailloux, des tas de sable. Et chaque semaine, nous photographions le site, nous le prenions en photo et on était capable d'isoler chacun des tas afin de pouvoir dire, là, nous avons, je vous dis n'importe quoi, 900 mètres cubes de matière. Là, nous avons 1500 mètres cubes de matière. Et d'une semaine à l'autre, on devait vérifier l'évolution de ces stocks. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc le calcul de cubature par la 3D de la photogrammétrie. Ensuite, autre exemple, le syndicat Biltagarbi, traitement des déchets au Pays Basque, nous a sollicité, donc ça c'est en cours, c'est tout récent. Là, vous voyez, on est sur une zone agricole où il a été perçu un potentiel de stockage de déchets. Le syndicat Biltagarbi m'a demandé de modéliser en 3D tout cet ensemble. Et vous voyez, ici à gauche, on a un creux. Ici en haut, on a un creux. Ici, nous avons des creux. Et peut-être que demain, ce sera un site qui permettra, alors, on ne rentre pas dans le fond du sujet, hein, c'est bien, c'est pas bien. En tout cas, le potentiel de stockage des déchets ici est possible, ici aussi. Et ils m'ont demandé de leur estimer en mètres cubes, et notamment ici, oups, vous voyez ici, là, dans ce creux, estimer quel est le nombre de mètres cubes que l'on pourrait, si on gardait, on va dire, le terrain naturel, combien ici on pourrait stocker de déchets. Voilà, donc déjà, ça permet de vous montrer le rendu possible d'une modélisation 3D, non pas d'un bâtiment, mais d'un terrain. Et je vais vous montrer après à l'autre ordinateur le logiciel que j'utilise pour faire les calculs qui me sont demandés ici. Sur Sketchfab, ici, si vous regardez le compte de la PGL, vous verrez les différentes exportations qu'on a pu faire quand la collectivité nous a demandé à pouvoir récupérer le modèle 3D. Voilà pour les exemples de photogrammétrie. Alors, je vais
quitter la présentation sur cet ordinateur. Normalement, vous me voyez. Nous sommes 19, il y a du monde. Ça fait plaisir. Alors, je vais activer le partage depuis cet ordinateur-là maintenant. Alors. Et pouvez-vous me dire également, toujours pareil avec un pouce, si vous voyez bien ce nouvel écran, s'il vous plaît? OK. Donc là, vous voyez, on revient sur le site d'Ostabat. Ostabat, c'est pour le syndicat Biltagarbi, donc l'évaluation d'un potentiel de stockage de déchets. Donc, c'est le logiciel qui m'a permis de faire également l'église d'Arberat-Sestileg. Alors, attendez, je vais tourner l'écran. Comme ça, ma webcam, vous allez voir où je suis. Donc, ici, nous avons le logiciel où nous avons le projet à gauche qui reprend toutes les étapes du traitement de photogrammétrie. On ne va pas s'y attarder. Ce que je veux vous montrer, donc là, on est sur l'orthomosaïque ou l'orthophoto. Ici, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous le voyez, 1,44 cm au pixel. Voyons, est-ce que vous pouvez me faire un pouce juste pour être sûr que vous arrivez à lire ici 1,44 pour ceux qui le voient? OK, vous le voyez. Autre élément important. Alors, pourquoi je vous parle de 1,44? Je vous disais tout à l'heure, les photos aériennes de l'IGN sont proposées dans le 64 à une définition de 50 cm au pixel. C'est-à-dire que lorsque vous zoomez sur Geo64 ou sur le géoportail, 50 cm pour 1 pixel. On pourrait avoir également du 20 cm si on était dans une plus haute résolution. Je discutais cette semaine avec quelqu'un qui travaille sur Toulouse chez Airbus. Airbus va proposer donc des images satellitaires également, par satellite. Et par satellite, on aura des vues aériennes. Alors, je ne dis pas que nous, on les aura à l'agence, mais en tout cas, la technologie permet par satellite d'avoir également l'équivalent à peu près de 20 cm. Mais pour nous, c'est insuffisant. Et là, on a 1,44 cm. Le drone, ce jour-là, il avait volé de mémoire à 80 mètres d'altitude. Et là, vous voyez une photo finale, mais il s'agissait réellement de 500 photos qui ont été prises avant d'être réassemblées. Petite information, chaque photo que nous prenons se chevauche pour qu'entre deux photos, il y ait 80% d'images communes. Et en fait, les photos sont tellement prises de manière fréquente, tout en ayant le drone qui évolue, qu'à l'arrivée, c'est comme ça qu'il est capable de tout réassembler. Regardez également en bas à droite de l'écran ici. J'espère que vous le voyez. Vous avez les coordonnées GPS de l'endroit où le pointeur de la souris se situe. Alors, le nord et le sud, c'est des coordonnées en degrés, décimaux, ou pas, je ne sais pas, non, ce n'est pas du décimal, mais c'est des degrés. Et vous avez la dernière valeur qui constitue l'altitude. Là, vous voyez, nous sommes à 119 mètres. Voyez-vous cette valeur de 119 mètres? OK. Alors, cette valeur, c'est quoi? C'est réellement l'altitude. Et c'est là que je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, le fameux ciblage au sol avec la relève GPS centimétrique. Ce jour-là, j'ai posé des cibles au sol à 5-6 endroits. Et à l'arrivée, le traitement va permettre… Alors, vous voyez, les cibles, elles sont ici matérialisées par les petits drapeaux bleus. J'ai essayé de les répartir du mieux possible. Ce qui, à l'arrivée, va permettre d'avoir non pas l'altitude que de ces 5 points bleus, mais réellement de toute la photo. Ce qui fait que moi, si demain vous me demandez, Jérôme, on est à quelle altitude ou quelle est la pente à ce niveau-là, pas de souci, le logiciel le calcule. Vous le voyez ici, au fur et à mesure que je me déplace. Là, vous voyez, on est à 125 mètres, etc., etc. Comment je peux l'illustrer également? En affichant ce que l'on appelle des courbes de niveau. Ici, moi, le logiciel, je lui ai demandé de m'afficher des courbes de niveau tous les mètres, ce qui permet réellement de voir qu'il y a une pente sur ce terrain naturel et qu'à chaque mètre, on a une ligne qui est dessinée. Vous voyez ici, par exemple, je mets le curseur, on est à 129 mètres. À chaque fois que je vais vers la droite, je perds 1 mètre. Jusqu'à avoir
un resserrement des lignes, ce qui indique que la pente est de plus en plus importante. Et vous voyez, on en arrive à 108 mètres, 107 mètres, 105 mètres, etc., etc. Pour aller retrouver après la route en contrebas, qui, elle, est à 96 mètres. Donc ça, c'est très intéressant. Si demain, vous avez besoin de connaître dans votre voirie, au centre-bourg, les pentes, bon, les géomètres, moi, je ne critique pas, chacun a ses techniques, ils vont utiliser leur méthode. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir faire une photo, je vais venir poser des cibles, je vais faire 2-3 relèves, et derrière, j'aurai toutes les courbes, toutes les pentes. Et ça, on le travaille, ou on peut le travailler avec nos collègues du service architecture ou le service voirie et réseau, pour avoir justement des calculs de pente afin de faire des travaux de voirie qui soient conformes à ce qu'on attend. Donc ça, c'était pour vous montrer l'intérêt du GPS centimétrique, des cibles et donc des altimétries. Je vais afficher un autre calque, toujours pour ce même projet. Et là, vous voyez, j'ai dessiné, donc avec le logiciel, les contours des zones que m'avait demandé la collectivité, afin d'étudier le potentiel de stockage dans ces différents points. Et une fois que j'ai fait ça, alors je vais masquer l'autre calque, ça évitera d'alourdir le dessin. Vous voyez ici, par exemple, cette zone-là, je peux venir au logiciel lui demander de faire une mesure. Et ici, mon logiciel me permet d'afficher le volume. Alors après, bon, ça c'est brut de décoffrage, hein. Je ne rends pas ça comme ça à la collectivité. J'ai un export PDF qui est plus parlant. Mais ici, vous voyez, on a un volume. Alors, je ne vais pas rentrer également dans le détail du calcul, ce n'est pas l'intérêt d'aujourd'hui, mais je vous montre juste qu'on a un volume en mètres cubes négatif, moins 7700 mètres cubes, ce qui correspond à peu près à la quantité de matière que l'on pourrait mettre dans ce creux pour arriver, on va dire, à quelque chose qui soit de niveau par rapport à l'existant. Et ça, après, donc il y a des calculs qui sont faits autour de ça, mais voyez ce qui nous a été demandé ici. Je peux également connaître le profil de la zone que j'ai découpée. Et on voit qu'au plus haut, dans le polygone que j'ai fait, on est à 118 mètres, que ça descend abruptement à 100 mètres environ. Et après, ça remonte parce qu'à un moment donné, on a les arbres qui sont en bord de route qui font que l'on retrouve de la hauteur. Donc voilà à quoi servent réellement tous les calculs que nous faisons, notamment en photogrammétrie. Je ne vais pas y passer plus de temps, mais je tenais à vous le montrer, puisque c'est de la technique, c'est de la mesure. C'est parfois utilisé, voire souvent utilisé avec mes collègues des différents services, voire avec des partenaires comme le conseil départemental, comme le syndicat Biltagarbi. Effectivement, les petites collectivités, vous n'aurez peut-être pas ces besoins-là, mais c'est des choses que nous savons faire. Je vais arrêter le partage sur cet écran. Je vais revenir sur le mien. Oui, je vois M. Daguerre qui demande si c'est plus précis qu'un relevé de géomètre. Alors, je dirais non. Enfin, non. Le géomètre, lui, quand il va venir faire ce qu'on appelle un document d'arpentage ou un relevé avec son matériel, il est lui aussi parfaitement calé. Il est au centimètre et il va surtout produire un document, souvent au format AutoCAD, que les dessinateurs, les projeteurs réutilisent. Alors, Monsieur Daguerre, vous aviez levé la main, je le découvre à l'instant. Est-ce que c'est bien par rapport à la question à laquelle je suis en train de répondre? Si vous pouvez me le marquer dans le chat, s'il vous plaît. OK, merci, je continue. Donc, le géomètre, non, le géomètre, il va être aussi précis, si ce n'est plus précis. Pourquoi plus précis et pourquoi moi je le suis peut-être un peu moins, sans dire que je ne suis pas précis? Moi, c'est de la photo, enfin, moi, le logiciel, c'est de la photo-interprétation. Les volumes sont recréés par des traitements d'images, avec un drone qui est à 40, 50, 80 mètres de son sujet. La photogrammétrie va réassembler le modèle 3D et on va interpréter tout ça, on va faire des calculs.
Autre source d'approximation pour moi, ça va être la végétation. Quand on est sur un site avec un couvert végétal, la hauteur des buissons, des massifs, des végétaux, des plantes, par exemple, si on me demande de faire un levé topographique d'une parcelle, c'est sûr que s'il y a le maïs, ça va être beaucoup moins précis que s'il n'y a pas le maïs. Auquel cas, on pourrait utiliser notre technique qui est un capteur LIDAR que nous n'avons pas, mais qui vaut bien plus cher, où là, c'est du laser qui traverse la végétation. Bon, là, si le géomètre il venait sur la parcelle, lui, forcément, il vient faire son relevé précis. Après, quand on est sur des routes, des choses bien propres, bien dégagées, bien lisses, je pense que mes courbes de niveau sont quand même très précises. On s'est amusé un temps à comparer justement ici avec la Maison des communes où on avait fait venir un géomètre dans le cadre des travaux d'agrandissement. On avait réellement des mesures qui étaient conformes et qui se rapprochaient de très près des valeurs du géomètre. Voilà. Mais je ne peux pas dire qu'on est plus précis qu'un géomètre. Ça, ce serait mentir. Est-ce que j'ai répondu à la question ou est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Très bien, merci. Je continue. Je continue. Je vais repartager l'écran. Monsieur, là, oui, ça c'est bon. Alors éventuellement, Monsieur Daguerre, si vous pouvez baisser la main, comme ça je vois que j'ai répondu à la question. Il y avait lever la main et il y a baisser la main. Alors je vais repartager l'écran. Et je vais poursuivre là où j'en étais. Alors, les cimetières. Les cimetières, c'est aussi quelque chose que nous faisons depuis bien longtemps. Je vous disais tout à l'heure, c'est ce que nous avons commencé à faire. D'ailleurs, ici, le cimetière de Bedouce, où à gauche, vous avez l'orthophoto qui a été réalisée avec le drone. Alors, encore une fois, hein, c'est le blanc. On aurait aujourd'hui le noir pour faire ce cimetière de Bedouce, la qualité serait encore meilleure. Mais là, ce qu'on peut voir à gauche, c'est que l'orthophoto que nous produisons nous permet vraiment de redessiner les contours des emplacements, chose que nous n'aurions pas même avec la version 20 cm de l'IGN. Et une fois que nous avons cette orthophoto de gauche, nous avons sur la droite, alors ça c'est un travail supplémentaire que nous devons mener, nous avons ici tous les emplacements qui ont été redessinés sur la base de l'orthophoto de gauche. Voilà. Attendez, je regarde juste une chose avant de vous dire une bêtise. Ici. Excusez-moi. Alors, le cimetière, on a dû en faire, si je ne dis pas de bêtises, une bonne vingtaine ou trentaine. Je pense que je suis prudent en disant ça. Et ce qui veut dire qu'on a beaucoup de communes qui nous ont sollicité pour ces plans, surtout pour avoir après derrière une utilisation dans Geo64. Ce que vous voyez ici à droite, c'est le logiciel Geo64 où derrière, quand on clique sur un emplacement, le plan, c'est la base. Lorsque l'on clique sur le polygone, on a derrière une fiche qui apparaît dans Geo64 qui permet de dire quels sont les occupants, quel est le concessionnaire, à qui ça appartient, la durée, etc. etc. Possibilité d'avoir des couleurs différentes selon le fait que ce soit libre ou occupé. Vous comprenez ce que ça veut dire. Mais si vous n'avez pas Geo64, vous pourriez aussi nous solliciter pour avoir un plan de cimetière, même si vous utilisez un autre SIG ou un autre logiciel de gestion de cimetière, le plan étant la base. Nous avons bien la possibilité d'exporter l'orthophoto de gauche dans votre propre logiciel. Ce que nous ne faisons pas pour le moment, alors on se rapproche de la fin, hein. Ce que nous n'avons pas pour le moment, c'est de l'imagerie thermique. Mais j'ai quand même ici récupéré en support un traitement qui a été fait sur l'ESCAR il y a quelques années par un partenaire avec qui on travaille. Et là, vous pouvez voir, par exemple, la toiture d'une maison à gauche. Alors là, on n'exclut pas de travailler, par exemple, peut-être un jour avec le syndicat d'énergie
ou dans le cadre de rénovation de bâtiments communaux sur lesquels il y aurait d'abord une étude à faire pour évaluer si il y a des travaux sur la toiture, sur les menuiseries, pour voir effectivement s'il y a des fuites ou pas de chaleur, des dissipations thermiques. Et à gauche, vous voyez bien les zones de chaleur et les zones où c'est plus froid. Donc ça a été fait la nuit. Tout un quartier a été fait. Et à droite, vous voyez rapidement d'un coup d'œil, les maisons avaient des zones rouges où l'on peut penser qu'il y a des déperditions énergétiques. Et donc derrière, ce quartier a eu un bilan, un compte-rendu, et chaque habitant a pu prendre ses propres dispositions de travaux ou pas. Toutes ces réalisations-là, dont je vous ai parlé ce matin, sont à retrouver donc sur geo64.fr. Alors, on va y aller. Comme ça, je vais vous montrer où ça se situe. Donc, geo64.fr, encore une fois, même si vous n'avez pas Geo64, ça ne vous empêche pas d'aller sur cette partie qui est publique. L'espace adhérent ici vous permet d'accéder au SIG. Mais ici, vous avez le menu drone ici en haut. Et vous pourrez retrouver un petit peu l'ensemble des réalisations que nous avons faites. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du centre-bourg de Buros, où là, c'est réellement une vidéo qui a été tournée à l'intérieur du village. Navaillangos, on avait une toute nouvelle école avec un toit végétalisé, donc on avait fait également une vidéo. Un joli panoramique à Bedouce et en Vallée d'Aspe, un bassin écréteur de crue, une église au Pays Basque. La tour de Cuqueron, ça aussi, c'est quelque chose qui a été possible grâce au drone. Il s'agissait d'aller au sommet du château d'eau pour aller voir un petit peu l'état de la ceinture qui avait été rénovée. Donc voilà, très pratique avec le drone. On peut également faire des panoramas, des panoramiques à 360 degrés que nous reprenons sur... alors, attendez, discussion. Voilà. La capacité à aller faire des panoramas 360 degrés. Et ça, vous voyez, cette intégration qui tourne, on peut très bien le mettre sur votre propre site Internet. Et après, la personne, elle peut stopper l'animation et venir. Donc, vous voyez, c'est vraiment un 360 degrés, c'est-à-dire c'est sur les côtés, vers le bas. Allez, on peut zoomer. Et ça, vous pourriez le proposer à vos administrés. On peut vous rendre des vidéos, des photos et des panoramas 3D comme celui-ci. Donc, la tour de Cuqueron, vous voyez, on avait des travaux ici de solidification du sommet de la tour avec un ceinturage métallique qui a été fait. Bon, il s'agissait d'aller voir ce que ça donnait. Le cimetière de Bedouce, je vous en ai parlé. Alors là, ce n'est pas du thermique, mais ça, c'est pour montrer les altitudes d'un bâtiment. C'était l'école de Charité de Bas. Et l'église d'Arberat-Silec, je vous en ai parlé. Je vais profiter de rester sur ce site pour vous montrer également où nous avons les tarifs, puisqu'il faut bien à un moment donné parler des tarifs. Et là, vous voyez que nous avons un tarif à la demi-journée. Alors, pour ce qui concerne le drone, ça se passe ici. On est en 2021 à 278 € la demi-journée. Je vais essayer de zoomer, je ne sais pas si je vais y arriver. Si, j'y arrive. Ici. Vous voyez, 278 € la demi-journée. Tout ce que je vous ai montré aujourd'hui s'évalue en demi-journée. Bon, prérequis, être adhérent au service du numérique. Vous l'êtes très certainement déjà comme plus de 550 collectivités du département pour d'autres raisons. Ça peut être par rapport à Cosolus, ça peut être par rapport à Geo64, ça peut être pour d'autres questions. Et ça, c'est le prérequis. Si ce n'est pas le cas, il faudra d'abord adhérer au service informatique. Je n'en parle pas aujourd'hui, on pourra en parler en privé pour ceux que ça intéresse, si vous n'êtes pas déjà adhérent à notre service. Ensuite, 278 € la demi-journée. Alors, je vais vous donner quand même quelques ordres d'idées. S'il faut, par exemple, venir faire sur votre commune des prises de photos, des prises de vidéos, on va dire que globalement, on est à 2 demi-journées. 2 demi-journées qui permettent de faire la préparation de la mission, venir sur site, réaliser le vol et revenir après
faire le traitement que l'on a à faire. Maintenant, si c'est effectivement des traitements qui sont plus longs en termes de calcul, de photogrammétrie ou autre, on pourrait rajouter encore une demi-journée. Après, ce qui va également, on va dire, moduler le temps et le tarif final, c'est si on a plusieurs sites à faire sur votre commune. Bon, si je viens pour une journée faire 3-4 sites dans la commune, on va compter donc la demi-journée de préparation et de rendu, plus 2 demi-journées sur site. C'est un exemple. Biltagarbi, par exemple, j'ai une vingtaine de vols à réaliser sur tout le Pays basque. Bon, je ne vais pas vous dévoiler le prix final, mais vous imaginez bien qu'on a, compte tenu des différents déplacements qu'on va avoir, plus derrière tous les calculs de photogrammétrie, là, on a beaucoup plus de demi-journées à effectuer. Donc, au cas par cas, on évalue, on regarde, mais on va dire qu'on a un ticket d'entrée qui va être de 278 €. Ça peut être le cas, hein, je vous dis, si c'est tout simple, il n'y a pas de préparation de la mission, on n'est pas dans du dossier préfectoral, on est juste à venir faire des photos. La zone, elle est facile, il n'y a pas besoin de mettre en place au sol des périmètres particuliers. Voilà, on peut démarrer à une demi-journée si c'est simple, voire une deuxième ou une troisième. Chaque année, ce tarif évolue, hein, comme l'ensemble des tarifs de la PGL. Donc ça, c'est le tarif de l'année 2020. Voilà pour la partie tarifaire. Je vais reprendre le PowerPoint, mais je pense que j'ai terminé. Donc, si vous voulez en savoir plus, donc les deux sites geo64.fr et www.apgl64.fr, je vous ai laissé mon adresse email personnelle, professionnelle, sur laquelle vous pouvez m'écrire, vous pouvez me contacter. Et je répondrai après en privé à vos éventuelles demandes de dossiers. Alors, il y en a qui ont déjà fait appel à… Alors, attendez, je vais arrêter de partager l'écran. Je vais arrêter de partager l'écran. Je crois que je ne partage plus l'écran. Bon, j'espère que vous aviez vu les dernières… Ah, attendez, je suis un peu perdu avec mon Zoom. Ah, si, arrêtez de partager l'écran. Ça y est. Voilà, donc je disais, certains d'entre vous ont déjà sollicité le service, d'autres non. Donc, je peux répondre, il est quelle heure? 11h30. Pour ma part, j'ai terminé. On peut prendre un peu de temps pour répondre à vos questions. Si après vous en avez en privé, n'hésitez pas aussi à me contacter. Sinon, pour les autres, bien écoutez, nous sommes arrivés au bout. Bonjour. Bonjour, M. Pelizaro. Oui, j'avais une question. Est-ce que, indépendamment des critères que vous avez précisés par rapport aux autorisations de vol, donc les zones urbaines, puis éventuellement quelques zones industrielles, voire des zones militaires, j'imagine, est-ce qu'il y a des contraintes particulières par rapport au milieu naturel, à l'avifaune, ou certaines périodes sur lesquelles les vols sont limités voilà, je pense aux oiseaux en particulier? Alors, c'est une bonne question qui ne s'est jamais posée pour ma part. Je pense qu'il doit effectivement y avoir, certaines choses à ne pas faire. Moi, j'ai d'autres expériences. Bon, je vous raconte un peu ma vie, mais je travaille sur la caravane publicitaire du Tour de France l'été avec des volumes sonores qui sont importants. Effectivement, quand on traverse dans l'Aveyron, l'Ardèche, des zones qui sont protégées avec un milieu particulier, effectivement, la sono doit être coupée, etc., etc. Et il est possible, effectivement, que par rapport aux drones, il y ait des nuisances qui nous empêchent. Il est possible, mais je le vérifierai. Il faudrait après me donner des zones particulières. Moi, j'ai mes collègues en bas là, du service urbanisme qui connaissent tout ça par cœur, qui vont savoir me dire, selon les zones qu'il va falloir traiter, quels sont les règlements. Et là, avec eux, j'interrogerai les responsables de zone et je pourrai vous dire précisément. Mais je pense effectivement qu'il peut y avoir quelques contraintes. D'accord. Mais aujourd'hui, la réglementation, mis à part les éléments que vous avez exposés dans le début de vidéo, il n'y a pas de contraintes particulières. Non. Tout ce que je vous ai présenté en début de vidéo, c'est vraiment ce qui concerne la réglementation générale.
Et après, s'appliquent des règlements particuliers. Je parlais aussi en exemple de survoler l'Élysée ou la Tour Eiffel et tout ça. La nuit, c'est des choses qui sont possibles. Voilà, il y a un cadre de base et derrière, en fonction des choses qui sont très particulières, on met en place les protocoles qui conviennent en fonction de chaque cas qui se présente. Très bien, merci. Alors, on a une date de réparation pour le… Alors, oui, allez-y, Oui. je vous laisse. Allez-y. Bonjour, Madame Giron-Mécène, mairie de Gelos. J'avais une petite question par rapport donc, à tout le côté administratif que je comprends totalement, mais sur des événements, par exemple, le GAV est en train de monter, on veut le prendre à ce qu'on estime la cote maximale. Donc là, dans l'urgence, est-ce qu'on peut effectivement vous solliciter? Est-ce que vous avez la réactivité pour faire le côté administratif ou on peut voler à titre exceptionnel sur des zones sans autorisation? Encore une fois, ça sera à l'appréciation de la préfecture. Les 2 fois où j'ai demandé à la préfecture d'outrepasser les 5 jours ouvrés du scénario S3, j'ai dans les 2 cas eu l'autorisation. Donc, à partir du moment où je justifie par un motif qui s'entend, qui ne peut pas permettre d'attendre 3-4 jours ouvrés, la préfecture, en plus, on est dans des relations… Ce qui nous est simple pour nous à la PGL, à la différence d'un prestataire drone privé, c'est que le prestataire drone privé, il va opérer partout en France. Donc, il va avoir à opérer avec différentes préfectures et des contacts qui changent à chaque fois. Moi, je ne travaille qu'avec la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Et donc, c'est vrai que je suis dans un contact plutôt privilégié. Et encore une fois, je demande, j'explique. Et si la raison est valable, je peux venir survoler le GAV quand il est à son point le plus haut. Okay. Par rapport à la deuxième partie de la question, donc ça, c'est sur la partie réglementaire. La deuxième partie, c'est avons-nous les moyens techniques et humains? J'entends ça. Technique aujourd'hui à moitié, et ça va permettre de répondre à la secrétaire à la commune de Mazerolles. Le drone, d'ici 10-15 jours, doit revenir. On a aujourd'hui 2 drones. Avec ce qui vient de nous arriver, on va évaluer peut-être un jour d'acquérir un 3e drone qui serait l'équivalent du gros, du noir, pour avoir vraiment toujours le matériel et qu'on n'ait pas une rupture de l'activité. Par rapport ensuite aux moyens humains, on a fait le choix de ne pas reposer sur une seule personne, moi en l'occurrence. C'est pour ça qu'on a aussi Jennifer et Guillaume et qu'on a 3 télépilotes. Et je pense qu'en nous 3, avec le matériel que nous avons et que nous pourrons étoffer dans quelques temps, on peut vraiment répondre à toutes les urgences. Encore une fois, l'autre jour, la mairie de Sceaux-de-Navaille m'a demandé « Jérôme, est-ce que tu peux venir cet après-midi nous prendre la tour en photo ?» 1h30 après, les batteries, elles étaient chargées, j'étais là-bas, quoi. Et la préfecture, je l'avais réglée entre-temps. Donc, je pense, je ne peux pas l'affirmer, le certifier, mais je pense qu'on a les capacités. D'accord, très bien, merci. Donc, j'ai répondu également. Oui. Ouais, je me permets d'intervenir parce que je suis un peu de la partie là, par rapport aux questions. Donc, effectivement, on a eu quelques échanges, nous, avec la préfecture, là, parce qu'ils sont en train de réviser leur plan hors sec là, à échelle départementale auquel on est associé. Et ils nous ont fait comprendre, effectivement, que dans des cas très particuliers où on a besoin d'avoir des éléments précis sur ce qu'on appelle les laisses de crue, c'est-à-dire les zones de débordement de cours d'eau. Et bien sûr, il faut les avoir au moment le plus fort de la laisse de crue pour ensuite avoir une idée très précise des zones inondables qui ensuite sont retranscrites dans différents documents. Ils nous ont bien fait comprendre qu'il y aura forcément des dérogations sur ces périodes-là bien particulières, mais à condition que tout le travail amont ait été anticipé pour bien identifier les cas de figure, les zones. Et de toute façon, c'est ce genre de crue, généralement, on a un petit délai d'alerte, on voit très bien que ça va monter. Donc, ça pourra être aussi mettre à profit via un simple retour de mail ou un coup de téléphone pour autoriser effectivement des vols en urgence pour acquérir de l'information qui est très importante, un, pour la capitalisation de l'information sur les risques d'inondation, et deux, surtout pour la gestion de crise en lien avec le plan hors sec et surtout les plans communaux de sauvegarde qui sont mis en œuvre par les communes. Oui, merci M. Pelizarro. C'est intéressant d'avoir ce retour, vous qui êtes aussi en contact avec eux. Voilà, moi j'ai de bonnes expériences réellement avec la préfecture. Je répète, c'est la seule préfecture avec laquelle j'ai besoin de traiter, donc c'est facile pour moi de m'exprimer sur le 64.
j'aurai un territoire plus large, j'aurai plus d'inconnus. Donc, le drone, normalement, dans 15 jours, il revient. Là, je vais avoir de grosses missions à poursuivre puisque j'ai été un petit peu mis à l'arrêt. Ça va nous servir de leçon, hein, vous l'avez compris. Enfin, on va en tirer les conclusions, on va voir. Ça a un coût, hein, ces drones aussi. Mais aujourd'hui, nous avons une activité qui est importante et qui fait que nous devons avoir ceinture et bretelles. Alors, sauf si vous avez d'autres questions, et je peux y répondre par écrit ou je peux y répondre oralement, et vous pouvez me les poser par écrit ou avec le micro. Mais si c'est OK pour tout le monde, je vous laisse quelques secondes. Si c'est terminé, vous me faites un petit au revoir, un petit pouce. Et auquel cas, on en reste là. Bien reçu, le pouce. Bon, donc de toute façon, c'est enregistré. Donc aux intervenants qui ont participé oralement et visuellement, sauf si vous m'exprimez un refus, sachez donc que cette vidéo sera probablement mise en ligne et au moins distribuée à ceux qui ont participé aujourd'hui, ça c'est sûr. Et je verrai si on la met en ligne pour quiconque adhérent, je parle, plus tard. Très bien. Bah, écoutez, merci à tous. Je vous remercie d'avoir pris 1h30 avec nous. Et puis, n'oubliez pas, site internet, mail, si vous avez des questions. Bonne fin de matinée et à bientôt.